Ce que je dis aux gens, c'est de croire en ses rêves, puis de les emmener à terme. Fait que c'est de faire tous les efforts inimaginables. Il ne faut pas être gêné de le partager, puis de dire que si on veut, on peut, puis on peut s'en sortir, Bien puis sûr. devenir plus fort. Là. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous, simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ray Junior Courtemanche. Si vous ne connaissez pas Ray Junior, je ne sais pas ce que vous faites. Ray, il est un entrepreneur depuis l'âge de 14 ans. 14 ans, les amis. Il a une quarantaine de compagnies. Il domine la cité de Mirabel. Mirabel, c'est lui qui l'a construit. Bonjour Ray, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super, merci d'être là. Ray, je t'ai invité parce que tu n'es pas un courtier, pourtant c'est un podcast pour les courtiers, mais plutôt parce que tu as une histoire inspirante. Tu viens justement d'acquérir Remax Bonjour avec plus de 200 courtiers immobiliers. Donc, tu connais quand même le monde de l'immobilier, tu construis, tu bâtis des immeubles depuis que tu es tout jeune. Alors, j'aimerais ça que les courtiers puissent apprendre de toi un peu de ton début, comment tu as commencé, comment ça se fait que tu as autant de succès aujourd'hui. Et aussi, c'est quoi ta vision pour le courtage immobilier? Tu as acheté pour une raison, right? Oui. Alors, je sais que tu as une vision derrière, tu veux changer le domaine. Alors, j'aimerais ça parler de tout ça. Puis également, pour un courtier immobilier qui aimerait se spécialiser dans les ventes des tours à condos, travailler avec des promoteurs, comment approcher les promoteurs. Alors, j'aimerais ça qu'on discute de tout ça. T'es prêt? Good. Alright, donc pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est pas normal si les gens ne te connaissent pas, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Ray Junior Courtemanche? C'était comment le début quand tu as commencé dans le monde de l'immobilier, dans le monde de promoteur? Ben, au départ, pourquoi que je suis une personne qui est comme pas extravertie, mais toujours en train de vouloir faire plein de projets puis réaliser des choses grandioses, c'est que ma mère est partie, j'avais environ 3-4 ans, puis j'ai été élevé par mon père, fait qu'il ne pouvait pas me laisser à la maison durant le jour, puis non plus, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de service de garde. Fait qu'avant de commencer le primaire, j'ai été élevé au garage par la clientèle, les mécaniciens du garage, les gens qui donnaient du service aux pompes pour l'essence. Puis le garage à mon père était au coin, où ce que mon père travaillait, au coin de Jean Talon, Saint-Laurent, à Montréal, près du marché Jean Talon. Puis on habitait juste en arrière dans des blocs à appartements. Puis là, à tous les matins, je partais avec mon père au garage. Fait que j'ai été baigné dans le public très tôt dans mon enfance, comme je te disais, vers l'âge de 3, 4, 5 ans. Fait que j'étais tout le temps à la station d'essence. Fait que j'échangeais énormément avec la clientèle qui venait au garage pour avoir de l'essence ou pour faire réparer leur voiture. Fait que ça m'a permis de me développer en tant que personne pour communiquer avec les gens, puis en même temps, sans le savoir, mais ça m'a dégêné aussi de toujours être avec le public. Puis les gens, ils trouvaient ça cute de voir un petit garçon tout le temps dans l'office ou dans le garage, parce que mon père m'avait fait faire une chemise avec le logo BP, puis les pantalons. Puis les gens, quand ils voyaient ça, mais automatiquement, ils me disaient bonjour. Fait que là, moi, j'étais habitué de parler aux gens, fait que je leur souriais. Fait que aussitôt que j'avais un contact avec les gens, là, ils me parlaient, ils me racontaient leurs histoires, puis j'avais une bonne écoute pour écouter ces personnes-là. Puis, ça m'a fait grandir en tant qu'enfant, en devenant rapidement un ado, dans le fond, ou même penser comme un adulte, parce que j'étais plus
avec des adultes que je passais du temps avec les enfants. Puis quand j'ai commencé la maternelle, dans le fond, j'arrivais à l'école, puis je me lavais les mains, mais j'avais quand même toutes les ongles avec de la graisse rentrée en dessous, puis les dessus de doigts. Puis Ça, c'est en maternelle, ça? Oui, en maternelle. Wow. OK. Puis là, ça a commencé jeune de me faire achaler par les autres, l'intimidation, parce que j'arrivais à l'école, j'étais pas clean comme les petits garçons qui sont dans un moule, que leur maman leur a fait un beau lunch, puis qui sont super bien habillés, parce que l'orgueil de la mère, c'est son enfant qui va à l'école avec le beau chandail, bien repassé, puis un beau kit pour jouer au ballon chasseur ou au gymnase. Mais moi, j'arrivais là avec les vêtements que je ramassais chez nous, puis je m'arrangeais, puis j'avais les cheveux tout croche, pas bien coiffés, puis tout ça, mais moi, je m'en foutais, j'étais bien comme ça, mais ça a commencé jeune au primaire de me faire achaler, rire de moi à cause que je n'étais pas toujours bien habillé, puis que vu que je n'étais pas mêlé vraiment avec les petits-enfants, mais j'avais plus une façon de penser d'adulte, fait que je faisais pas de niaiseries comme eux pouvaient faire, fait que j'étais vraiment différent. Question pour toi. Le fait que tu as été intimidé depuis que tu es très jeune, comment que tu as fait pour transformer ça à une force aujourd'hui ou dans les années plus tard? Mais je te dirais que moi, ça m'a rendu service. C'est sûr, quand tu es enfant, puis que tu te fais achaler ou écœurer ou que tu te fais sélectionner le dernier, mettons, en cours de récréation au ballon chasseur, puis que ceux qui sont costauds puis sont populaires, mais ils te lancent le ballon, pas pour jouer au ballon chasseur, mais pour te faire mal, pour faire rire leurs amis. Mais quand tu es jeune, tu vois ça comme un stress, puis tu as de la peur. Mais aujourd'hui, ça m'a rendu service parce que j'ai peur de rien. Fait que d'un sens, cette crainte-là qui était enfant, mais aujourd'hui, mais moi, il n'y a rien qui me fait peur dans le fond. Fait que ça m'a rendu en tant que personne avec soit une carapace ou que, pas je me sens invincible, mais des banalités, ça ne m'atteint pas. Puis ça ne me freine pas non plus. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a rendu service. Bien sûr. Je pose la question parce que j'ai quand même un peu le même parcours. J'arrive ici dans le pays à l'âge de 8 ans et pour moi, c'est un choc culturel, choc linguistique d'être ici. Donc, on était dans un autre monde chez nous, au Sri Lanka. Donc, j'ai beaucoup été intimidé quand j'étais au secondaire et tout. Donc, moi aussi, j'ai développé cette carapace où c'est difficile à quelqu'un de m'atteindre. Pour moi, je le prends comme une force. OK, je dois réussir, je dois aider les autres, je dois partager avec les autres. Donc, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, ça arrive encore. Là, on lit des articles sur des gestes que d'autres ont faits à d'autres personnes, mais il faut faut pas être gêné de le partager, puis de dire que si on veut, on peut, puis on peut s'en sortir, puis devenir plus fort. Là. Bien sûr. Alors, toi, est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que ton père était là pour pouvoir surpasser ces genres d'intimidation ou tu t'as développé toute seule? Pour vrai, j'en ai jamais parlé à mon père, puis ça s'est fait comme naturellement, mais ça m'a créé un obstacle parce que quand j'ai terminé le primaire, ben j'ai pas voulu aller au secondaire parce que là, je voyais que les gars, ils étaient plus gros puis ils étaient plus forts, fait que je me disais, les volets que je vais manger, ils vont peut-être être plus puissants, fait que j'ai commencé le secondaire 1, mais je ne l'ai jamais terminé, puis j'ai commencé à offrir des services au voisinage, en entour de la maison où est-ce que j'habitais avec mon père. On était à Laval, à Duvernay, puis je sonnais aux portes, puis j'offrais aux gens de couper leur gazon. Fait qu'au lieu d'aller à l'école, au secondaire, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, puis là, je sonnais aux portes aux gens, puis je offrais le service de couper leur gazon, nettoyer leur plate-bande, tailler les arbustes, etc. Puis, j'ai sauté un petit bout, c'est quand que mon père, il travaillait au garage, mais il faisait de la course automobile, puis quand j'avais, exemple, 6-7 ans,
ben je me promenais dans les estrades parce que mon père gagnait des courses puis il était populaire. Puis là, ben, on vendait des T-shirts dans les estrades parce que je voulais faire du karting. Puis on n'avait pas les moyens de dépenser des sous pour que je course en karting. Alors, en vendant des T-shirts, ben, je partageais le gain des ventes de T-shirts moitié-moitié avec mon père. Fait que là, ben, j'avais de l'argent de poche pour pouvoir louer des karts puis m'amuser à tourner en karting, là, comme des petites voitures de course. Puis, quand je me promenais dans les estrades, mais ça aussi, ça m'a aidé à me développer pour faire de la vente. Parce que c'est de la vente, mais quand je faisais ça, pour moi, je m'amusais. Parce que plus je vendais de T-shirts, plus que je recevais des sous de la vente des T-shirts, puis plus que je pouvais faire du karting. Fait que pour moi, c'était un loisir de faire de la vente, de la sollicitation. Puis c'est ça qui m'a aidé aussi quand j'ai lâché l'école. Mais de sonner aux portes, puis faire du porte-à-porte, mais pour moi, ça ne me dérangeait pas parce que quand je me promenais dans les estrades, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, puis je vendais des T-shirts, ben c'était juste une continuité. Puis je savais que plus que je sonnais à des portes, plus que j'avais des oui que les gens me disaient OK, c'est beau, tu peux tomber ma pelouse, puis que je collectais la somme qu'on s'était entendu pour tondre le gazon de la personne. Fait que plus que j'en coupais par jour, mais plus que je faisais d'argent. Puis là, ben c'est devenu comme un... pas un abus, mais je travaillais 7 jours semaine parce que je voulais toujours en faire plus puis avoir plus de gains de clients. Fait que je travaillais quasiment 7 jours semaine. Puis c'est ça qui m'a emmené à devenir un grand entrepreneur en aménagement paysager. Puis là, j'ai parti un centre jardin, j'ai parti une compagnie de transport de matériaux en vrac, d'excavation, de déneigement. Puis on est devenu une des plus grandes entreprises en aménagement paysager au Québec. Puis on était sur le coin de boulevard Le Corbusier et chemin de la Petite-Côte à Laval, où ce que le centre jardin était. Puis là, ben c'est devenu une grande entreprise en aménagement paysager. On était plus de 100 employés, plus de 60 machines sur la route, des camions, des pelles, des pépines excavatrices. Fait que ça m'a permis tout mon cheminement de mon enfance à mon adolescence, mais ça m'a permis à me développer ultra rapidement en tant que communication avec les gens, le marketing, la sollicitation, faire du porte-à-porte. Ben, ce que je remarque, c'est que tu es la parfaite définition de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'école, qui a quand même réussi. Pourtant, quand les parents ils poussent tout le temps les élèves, leurs enfants à aller à l'école, parce que c'est l'école qui va permettre de développer, de réussir dans la vie. Mais c'est contrairement au contraire avec toi, tu as appris l'école, c'était la rue. En fait. Ça a été l'école de la vie. L'école de la vie. Puis ça, il n'y a pas de prix pour apprendre de la vie, parce que souvent, quand on sort de l'école, on apprend la vie, puis c'est un peu trop tard, à 30 ans, quand tu sors puis tu rentres dans le marché du travail pour essayer d'aller chercher la clientèle, c'est plus difficile. Même chose pour moi, quand j'ai commencé dans le courtage, j'avais 22 ans, j'allais à l'université, à Concordia, pourtant, je ne sais même pas trop ce que je faisais, donc je me suis dit, si j'arrête l'école, qu'est-ce que je vais faire? Si j'arrête l'école, mes amis vont finir peut-être à 30 ans à leurs études. Moi, je vais commencer dans le courtage avec aucune expérience, je n'avais même pas un poil dans la face, j'étais très jeune, j'avais un baby face. Mais je me suis dit dans ma tête, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, OK, bon, je vais apprendre sur le marché du travail, je vais tout apprendre sur le marketing, sur la prospection, sur comment parler avec les gens, comment se développer. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Parce que l'école m'aurait appris les finances, m'aurait appris à calculer. Pourtant, ils ne vont pas m'apprendre comment chercher de la business. Comment être avec toi, puis avoir une discussion. On dirait qu'ils ne veulent pas l'apprendre aux gens. Je ne sais pas. Ça fait des centaines d'années que le système d'école n'a jamais changé. Est-ce qu'il va y avoir une réforme? On ne sait pas, mais l'objectif, c'est de toujours continuer à apprendre. C'est ça que l'entrepreneurship nous permet de faire. Et toi, tu n'as jamais su t'arrêter parce que tu avais un obstacle devant toi. Quand tu étais plus jeune, il te manquait de l'argent pour s'inscrire au go-kart.
Go-kart. Exact, ouais. Go-kart. Alors, tu as décidé de vendre des t-shirts. Exact. Alors, toi, tu as toujours su résoudre des problèmes depuis que tu es très jeune, puis aujourd'hui, tu résous des gros problèmes. Ce building est en bois, c'est ce que tu me disais. Exact. Quand je posais la question, pourquoi es-tu terminé? Et tu m'as dit, non, c'est ça la finition. Exact. Donc, c'est un concept de structure en bois lamelé collé. OK. Fait qu'il n'y a aucune structure d'acier ici dans le bâtiment de 5 étages. Fait que les 5 étages sont vraiment faits en bois. Puis c'est tout du bois c'est des petits morceaux de bois qui ont été collés, puis ils réussissent à fabriquer des immenses poutres. Puis le fait que c'est tout des petits bouts de bois, mais on n'a pas une grosse poutre qui va fissurer parce qu'elle travaille avec la chaleur, puis l'humidité, l'air climatisé. Fait que c'est vraiment la finition originale du bâtiment. Question très naïve, parce que je connais absolument rien de la construction. Est-ce que le fait que c'est en bois, c'est-tu moins solide qu'en béton? C'est autant solide parce que les règles d'un bâtiment à atteindre, mais sont obligatoires. Fait que ça peut pas être moins solide que le béton ou l'acier. La seule crainte que les gens avaient, à cause que c'est du bois, c'est que dans la tête des gens, des allumettes, c'est fait, admettons, avec du bois, une allumette de bois, mais ils mettent l'additif qui fait exploser le feu pour créer l'allumette, puis là, l'allumette de bois, elle brûle rapidement, mais c'est un petit morceau de bois. Quand on allume un feu, on prend un gros morceau de bois avec la hache, puis on fait plein de petits bois, on met le papier, là, on démarre le feu. Après ça, on prend une bûche, on la coupe en 4-5, puis là, on fait une pyramide pour que le petit bois allume le plus gros bois. Puis là, durant la soirée, bien, les gens s'amusent. Puis là, il y en a un qui prend sa bûche, qui était assis dessus parce qu'il a bu trop de bière. Puis là, il veut faire rire ses amis. Il pitche la bûche dans le feu. Mais la bûche, c'est un gros morceau. Puis il n'y a pas d'oxygène dans le gros morceau. Fait qu'en tombant dans le feu, il va brûler. Mais le lendemain matin, à midi, vous allez regarder le feu, puis la grosse bûche, elle va avoir juste réduit un petit peu parce qu'elle brûle très, très, très lentement. Mais c'est le même principe. C'est une structure de bois, c'est presque plus résistant qu'une structure d'acier quand que le feu est à maximum de sa chaleur puis de la fusion qui dégage pour chauffer le métal. Le métal, il va ramollir, puis il va s'affaiblir, puis il va descendre, tandis que la structure de bois, elle brûle seulement qu'1 centimètre à l'heure à pleine capacité d'un feu. Selon toi, est-ce qu'il va y avoir plus de construction de ce type? Bien, ça s'en vient de plus en plus populaire parce que le bois, il est renouvelable. Puis, un bâtiment en bois, bien, c'est plus chaleureux, c'est plus invitant. La preuve, c'est qu'on a été les premiers à faire quand même des gros bâtiments à bureaux sur la Rive-Nord. Puis on est rendu à notre 4e tour à bureau qu'on a fait à date dans les derniers 5 ans. Puis durant la COVID, on en a déjà construit 2 de 5 étages. Fait que c'est 100 000 pieds carrés de bureaux qu'on a rajouté sur la Rive-Nord en plein COVID. Même malgré que les gens sortent de Montréal, mais les gens, il y a beaucoup de gens en télétravail, mais les entreprises ont quand même besoin de bureaux pour faire leurs opérations. Fait que ce qui arrive, c'est que les entreprises de Montréal, au lieu d'avoir, exemple, 200 employés dans une grande tour à bureaux, ils vont garder 100 employés des gens de Montréal pour desservir les gens de Montréal, puis ils vont faire des bureaux mettons, pour 50 employés sur la Rive-Nord, 50 employés sur la Rive-Sud. Puis ces gens-là qui travaillent sur la Rive-Nord vont desservir leur clientèle de la Rive-Nord. Fait que ça va enlever les 50 employés sur l'autoroute, ça va enlever les gens qui allaient voir ces gens-là au centre-ville. Fait que ça va aider au désengorgement des autoroutes. Je vois. On sort vraiment du sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu es un homme avec beaucoup d'expérience. Il y a tellement de sujets que je peux discuter, mais on va rester extrêmement dans l'immobilier de courtage. Alors,
pour garder l'attention des courtiers. Ouais. Alors, dernièrement, tu as acheté Remax Bonjour. Oui, ben j'ai acheté, on est 5 associés. OK. Fait que j'ai acheté une partie, des actions de l'entreprise. Pourquoi un courtage, une compagnie de courtage? Ben, j'ai toujours été passionné par le marketing, la vente, puis en faisant nous-mêmes beaucoup de construction immobilière, ben, plus qu'on est de gens pour promouvoir, prospecter nos produits, ben, pour nous, c'est une bonne façon d'être plus sur le terrain pour vendre soit des condos Sky Blue, soit des maisons de ville, des villas, pousser pour tout ce qu'on fait comme bâtiment commercial, industriel, institutionnel. On fait de la vente de bureaux, comme on parlait tantôt, de bois lamelé collé. Comme on bâtit des bâtiments industriels, on fait de la location d'espace commercial. Puis en plus, on a des bâtiments, le 700, qui est des condos locatifs. Fait que nous, à l'interne, on a des gens qui se spécialisent pour le 700, pour la location. On a aussi des gens sur le projet Sky Blue. Puis, on a notre équipe qui travaille sur le projet des villas Cité Mirabel. Et on a quand même beaucoup de succès, on a beaucoup de ventes, mais en ayant une plus grande équipe, ça crée une force supérieure. Fait que les courtiers ont des clients que moi, je ne connais pas, mais si je ne suis pas lié avec une agence immobilière puis avec des courtiers, bien, les courtiers vont emmener des clients où est-ce qu'ils vont faire un gain supérieur, puis aller chercher une meilleure commission. Fait que si nous, on n'est pas lié avec eux puis qu'on ne donne pas une rétribution, bien, les courtiers ne seront pas portés à nous emmener de la clientèle. Tu comprends? Je comprends. Donc, fait que le fait d'avoir une grande équipe, bien, ça nous permet d'avoir plus de gens qui vont avoir des contacts et solliciter des gens. Puis si on une demande, puis on a une commission qui est équivalente à ce qu'ils gagneraient ailleurs s'ils ne m'emmènent pas le client à moi parce que je ne donne pas de rétribution, bien, ils ne m'emmèneront pas de client. Puis je ferais la même chose. je vois. Donc, c'est vraiment un autre... C'est très stratégique. Puis c'est un autre art dans tes outils, en fait, dans ta corde. En fait, j'ai une question pour toi. Le fait que ben, ça aide aussi les courtiers, aussi, parce que comme ils ont plus d'inventaire. Toi, comment tu vois le courtage immobilier? Ben moi, je pense que les gens ont besoin, parce que, exemple, tous les corps de métier, mais ça prend de l'expérience pour réaliser notre travail. Puis les courtiers, mais ils ont l'expérience pour faire des transactions, conseiller les gens. Puis quelqu'un qui est je vous donne un exemple, pilote d'avion, mais il ne connaît pas nécessairement l'habitation, les structures, le système sanitaire, l'électricité. Mais un courtier qui a fait tous ses cours, bien, il a une bonne base. À tous les jours, il voit des maisons, il voit des transactions, des fois qui ne se réalisent pas parce qu'il y a un inspecteur qui a inspecté la maison, puis il y avait une défaillance sur la maison, puis le client qui était pour acheter cette maison-là s'est retiré. Fait qu'à tous les jours, le courtier baigne dans des succès, des belles ventes, puis aussi dans des échecs, parce que ça peut arriver que le courtier, avant qu'il y ait un évaluateur en bâtiment, passe faire son inspection, mais le courtier, il n'a pas nécessairement vu des défaillances sur la maison, mais quand que les évaluateurs leur donnent les rapports, mais à tous les jours, le courtier il apprend un peu comme toi tu as fait, puis moi j'ai fait quand on était jeune, puis on s'est développé en tant que personne en marketing, faire la relation client, mais si tu baignes à tous les jours dans des maisons, puis avec des évaluateurs, avec des inspecteurs en bâtiment, mais à tous les jours, ces gens-là apprennent. Fait que les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est sûr qu'ils vont se tourner vers un courtier immobilier pour avoir des bons conseils, les enligner, puis ça permet aux gens d'être plus confortables puis en confiance pour faire leur transaction. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est
les courtiers amènent la valeur, puis tu crois au courtier. C'est une des raisons pourquoi tu t'es associé à Max Bonjour. Pourquoi tu penses qu'il y a certains promoteurs qui décident de le faire à l'interne sans vraiment utiliser les courtiers? Évidemment, c'est plus économique, j'imagine. Mais au-delà de ça, en tant que promoteur, tu devrais avoir... Moi, ce que je pense, c'est qu'il manque de vision. Puis, peut-être des fois qu'ils n'ont pas assez de volume dans leur inventaire. Puis, ils essayent de le vendre à l'interne, justement, pour économiser des sous, mais il faut qu'ils fassent plus de publicité pour attirer la clientèle, pour pouvoir vendre leurs produits. Puis moi, je le vois d'une autre façon. Toutes les unités qui sont vendues par des courtiers dans tous les projets qu'on réalise, mais ce qu'on donne aux courtiers, mais le client que le courtier nous a emmené, si on ne lui donnerait pas une rétribution, il emmènerait le client automatiquement dans un autre endroit où est-ce qu'il recevrait sa commission. Alors, moi, de mon côté, ce client-là, je ne l'aurais pas. Puis même avec ma publicité, peut-être que je n'aurais pas capté ce client-là parce qu'il était accompagné d'un courtier. Puis le courtier l'a ramené ailleurs, il n'aurait pas conseillé mon projet. Puis le fait de travailler ensemble puis de créer cette collaboration-là, bien, moi, ça me crée des ventes supplémentaires que je n'aurais jamais eues. Puis en même temps, bien, c'est du temps. Les ventes, plus ils se vendent vite, moins qu'on paye d'intérêt sur les projets, moins que je dépense de la publicité pour aller capter ce client-là. Puis là, bien, mes vendeurs à l'interne, mes conseillers, bien, eux, ils répondent à la demande du marketing que je produis, que je réussis à capter ces gens-là qui viennent dans notre bureau des ventes ou nos unités modèles, mais le courtier m'emmène de la clientèle que j'aurais jamais eue sans leur aide à eux. Fait que c'est sûrement une façon de voir les choses que d'autres contracteurs ou d'autres entrepreneurs n'ont pas vu. C'est excellent ce que tu dis, Ray, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui nous écoutent, puis ils veulent faire comprendre que être un courtier immobilier qui vend pour des promoteurs, ça peut être une bonne chose, ça peut être une valeur ajoutée pour les promoteurs et les courtiers. Tu viens d'énumérer toutes les choses à dire à un promoteur pour convaincre. Exact. Ça coûte moins cher en publicité. Ils n'ont pas de paye, ils n'ont pas de salaire à payer à toutes ces personnes internes qui doivent vendre. Tellement sont en salaire. Il y a un salaire de base, j'imagine. Et aussi, ça crée une base de données supplémentaire. C'est ce courtier qui joint un promoteur, ce courtier a sa base de données de clientèle. Donc, aussitôt que vous avez d'autres projets, ce courtier, il va participer puis il va pouvoir vous aider à promouvoir votre projet sans utiliser des grosses dépenses comme la publicité sur les autoroutes et tout ça. Pourtant, tu le fais aussi. Mais ça crée une force de groupe, dans le fond. Ouais, mais parce que tu es très gros, donc tu as besoin de faire de tous les moyens pour pouvoir vendre. C'est toi qui as sponsorisé OD l'année passée? Oui, pas l'année passée, l'année d'avant, on a donné justement un condo Sky Blue. Ouais. Fait que ça aussi, ça l'emmène à une autre clientèle. Ouais. Fait qu'il faut ratisser partout, dans le fond, pour réussir à réaliser des grands projets. Hein. OD ou les courtiers immobiliers? Bien, partout. All right, donc parfait. Faire de tout. En tant que courtier immobilier, vous devez faire de tout également. Quand je parle de marketing, mais ça s'applique pour tout le monde. Exactement. C'est un restaurateur qui fait pas de publicité ou qui ne fait pas parler de lui parce que ses plats de nourriture sont tellement bons que son service est bon, mais s'il n'y a pas du bouche à oreille, tout est nécessaire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est non négligeable dans aucun commerce. Effectivement. Hein. Puis au début, tu commences petit, tu commences avec ce qui est le moins coûteux. Puis évidemment, plus tu fais de l'argent, plus tu as du succès, tu élargis un peu tes sources de marketing. Exact. Maintenant, mettons, je suis un promoteur et toi, tu es le courtier immobilier. Et là, tu veux me convaincre de vendre mes blocs, mes appartements. Qu'est-ce que tu dirais? Comment que je peux convaincre un promoteur? Parce qu'il y a énormément de projets. Montréal est en croissance, toute Mirabel, partout au Québec. Il y a de la place pour construire. Il y a tellement de verdure, donc il va en avoir pour des centaines d'années.
Alors, en tant que courtier immobilier qui veut se développer avec les courtiers, avec les promoteurs, pardon, parce que c'est moins de travail. C'est un bloc de 100 appartements à vendre. Évidemment, tu n'as pas besoin de faire la route, vendre une à 50 km, l'autre à 25 km d'ici. Donc, tu peux t'asseoir dans une place. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Bien, premièrement, je ne dirais pas à un courtier de s'attacher à un projet puis de ne pas continuer à faire de la prospection puis de négliger tous les bungalows puis les cottages qu'il pourrait vendre à l'externe. Parce que tu parlais que c'était plus facile, exemple, parce qu'il y a un bâtiment avec 100 unités, mais il ne faut pas que le courtier se dise « Ah, j'ai ce bâtiment-là que je peux vendre », mais sans aller faire de la prospection pour trouver d'autres inscriptions. Parce que c'est super important d'avoir une variété de produits. Parce que s'il se consacre juste sur ce projet-là, mais puis ce projet-là, ça prend 1 an et demi, 2 ans à construire, bien, le courtier n'aura pas de commission. Oui, il va avoir beaucoup de commissions plus tard, mais il va attendre 1 an et demi avant d'avoir une première paye. Fait qu'il faut absolument qu'il poursuive de la sollicitation puis continuer à vendre des cottages, des bungalows, des condos et d'aller voir un ou plusieurs entrepreneurs qui bâtissent des projets puis de demander juste une inscription puis de négocier une entente de commissionnement. Puis c'est sûr que s'il veut rentrer dans des contracteurs, c'est de négocier une commission à la baisse parce que le contracteur, il n'offre pas seulement qu'une maison en inscription que tu vas vendre une fois puis tu ne le reverras pas après 15 ans, exemple, parce que les gens gardent leur maison 5 ans, 10 ans, 15 ans, tandis que le contracteur, il donne la possibilité d'avoir, on va prendre ton exemple, 100 unités, bien, tu ne peux pas y charger le même prix que tu vas charger à quelqu'un qui va te donner une inscription sur 10, 15 ou 20 ans. Fait que c'est sûr, il faut que tu sois agressif dans l'offre, mais ça te permet d'avoir ces unités-là supplémentaires à vendre sur le marché, tout en continuant à vendre des bungalows, des condos puis des cottages. Wow! Mine d'or, ici. Alors, ça vient d'un kingpin de Mirabel qui vous explique comment convaincre des promoteurs comme lui. Alors, premièrement, prenez des notes si vous ne l'avez pas déjà fait. Avoir plus d'inventaire. Exact. Aller chercher de l'expérience puis plus d'inventaire. De 2, simplement négocier à la baisse dès que tu rentres puis demander une inscription. Juste une inscription pour rentrer. Par la suite, évidemment, si vous faites un bon travail, ils aiment comment vous avez vendu la propriété. Évidemment, ça va vraiment vous ouvrir d'autres portes et pouvoir avoir la chance de vendre encore plus de blocs. C'est important aussi de créer une relation avec les gens qui travaillent à l'interne. T'sais, nous, de la façon qu'on l'a créé, si un courtier amène un client, puis mes gens à l'interne, ils se font couper leur rétribution ou leur commission ou leur salaire, bien, c'est sûr que les vendeurs à l'interne ne travailleront pas en collaboration avec le courtier qui est externe. Ça va créer un froid, puis ça va tuer des transactions. Ils ne viendront pas à terme. Tandis que nous, de la façon que moi je le fais, c'est que peu importe si c'est un courtier qui amène à mes gens qui travaillent à l'interne, mais je ne les coupe pas de leur rétribution. Fait que ce que ça fait, c'est que si toi, tu es courtier, tu emmènes un client à mon équipe, mais mon équipe travaille de la même façon que si tu ne serais pas présent pour amener à terme le client ou la transaction que toi, tu nous as apporté, le client, parce qu'ils ne se font pas couper leur commission. Fait que c'est comme vous devenez un team ensemble à vouloir créer puis emmener à terme la transaction. Fait que c'est encore plus puissant que d'avoir les gens à l'interne qui travaillent contre toi parce que si eux sont coupés, bien là, ils ne t'aideront pas dans ta transaction, ils vont te nuire plus que d'autres choses parce que tu viens de leur enlever leur salaire ou leur pain sur leur table. Là. Ça, je pense que c'est une poutine interne du promoteur. Et en tant que courtier immobilier, vous devriez poser ces questions, comment que ça fonctionne à l'interne. Exact. Lorsque vous amenez des clients pour avoir une idée de leur démarche, comment ils fonctionnent. Et si ils n'ont pas la même vision que vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans des projets de ces promoteurs. Parce que la chimie
est très importante, là. Oui, absolument. Ça, c'est génial. Donc, guys, si vous voulez convaincre des promoteurs, c'est la bonne façon de faire. Puis aussi, n'oubliez pas, ces promoteurs vous permet d'ouvrir à plusieurs opportunités. Par exemple, plus de clients. Tous les clients que vous vendez ces immeubles, ils vont venir plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard pour revendre ces immeubles s'ils ont pris de la valeur. Donc, il y a énormément d'opportunités. Puis surtout, si vous commencez, ça peut être une mine d'or pour vous de commencer de cette façon. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi le client qui va voir l'inscription, exemple, pour Sky Blue, qui va communiquer avec le courtier qui l'a inscrit. Mais ce client-là, il habite sûrement quelque part. Fait qu'il va avoir une inscription double. Parce que s'il vend, mettons, le Sky Blue, mais le courtier qui a amené le client à cause de la publicité qu'il a faite pour le Sky Blue, oui, il va faire moins de commission, mais en plus, vu que le client, Il vend. à cause de la publicité que le courtier a fait, ça y amène un client de plus pour avoir l'information sur le Sky Blue. Il vend le Sky Blue conditionnel, exemple, à la vente de sa maison. Fait qu'ils viennent d'aller chercher une inscription du client qui veut acheter le Sky Blue pour vendre sa maison. Fait que là, il va pousser encore plus le courtier la vente de la maison du client pour amener à terme puis qu'il n'y ait plus de conditions pour l'achat du condo de Sky Blue. Amazing. Puis le promoteur n'a rien à voir avec la vente. Non, puis moi, la vente de la maison du client que le courtier a emmené pour le Sky Blue, ben c'est direct entre eux. Moi, j'ai rien Exactement. là-dessus. Alors, pour vous, c'est une force de s'associer avec, par exemple, Sky Blue, parce que Sky Blue, tu as fait, c'est-tu avec Sky Blue que tu as fait? Ben là, on a fait une tour de 15 étages de 170 unités. Puis là, on est en train de faire le Sky Blue 2. Alors, on devrait livrer le Sky Blue 2 en 2022. Puis on l'a démarré en plein COVID, en pleine crise. Puis on est rendu en ce moment pas loin de 105 ventes. Puis après ça, ben, on a le Sky Blue 3, un autre 170 unités. Fait qu'au total, ça va donner aux alentours de plus de 500 unités. Sky Blue est devenu une marque de commerce. Exact. C'est connu. Je pense que c'est Sky Blue que tu as Qui était à OD. OD il exactement. y a quelques saisons, 2 saisons. OD, c'est Sky Blue, ça a été Sky une Blue. saison. Exact. Imaginez Ray qui promouvoit Sky Blue. Vous vendez des listings de Sky Blue, donc les gens qui connaissent absolument rien de Sky Blue, ils font des recherches, puis vous êtes la personne qui liste. Évidemment, le client va vous appeler, donc vous avez un contact direct avec ce client. Ça se pourrait qu'il n'aime pas le Sky Blue. Je suis désolé, Ray. Ah ouais, ça se peut. Ça se peut qu'il n'aime pas le Sky Blue, mais il veut acheter quelque part d'autre et vous avez une bonne relation avec ses clients. Alors, ça crée des contacts phénoménals. Donc, c'est puissant, là. Oh, c'est ouais. puissant. Moi, si j'étais courtier immobilier, j'aurais associé avec des promoteurs. Puis, je vais te donner un autre exemple, parce que hier, j'ai fait une soirée, un 5 à 7, avec quelques courtiers, puis c'était une soirée que je faisais visiter le projet 700 au courtier de Remax Bonjour. Puis, durant la soirée, le but, c'était qu'ils voient le projet 700, mais c'est le même principe si les courtiers ont une inscription. Une des craintes des gens qui vendent leur maison, c'est de ne pas retrouver une maison à leur goût ou de ne pas retrouver une maison au prix qu'ils veulent acheter en ce moment par rapport au marché qui est quand même élevé. Fait que ce que j'ai expliqué aux courtiers, ben rendez les gens confortables puis dites-leur qu'au lieu d'acheter quelque chose à la presse puis de faire une mauvaise achat, si c'est ça qui est leur stress, mais rassurez-les en leur disant qu'ils peuvent aller en location pendant 1 an, 2 ans, puis emmenez-les au 700 pour se stabiliser. Puis là, pendant qu'ils habitent au 700, quand ils vont avoir comme repris confiance, puis le marché va savoir restabiliser, puis il n'y aura plus de surenchère sur le marché, là, ces gens-là vont redevenir confortables, puis ils vont rappeler qui? Le courtier qui leur a emmené du confort, puis qui les ont sortis d'une zone de stress, puis qui les ont emportés dans un endroit où est-ce qu'ils sont bien,
Puis là, ben, quand ils vont être prêts à racheter une autre propriété, ben, ils vont encore appeler le même courtier qui leur a vendu leur maison, qui leur ont donné un gain sur leur maison parce que là, les gens, ils sont prêts à payer plus cher pour une propriété. Fait qu'ils leur ont fait faire du profit. Ils les ont ramenés dans une zone de confort en leur donnant la stratégie d'aller en locatif temporairement. Puis, quand le marché se stabilise puis il n'y a plus de surenchère, bien là, ils vont recommencer à travailler avec eux dans 1 an ou 2. Fait que tu peux te monter une banque de clients pour le futur qui vont aller en locatif. Fait que c'est pour ça qu'on a visité le projet, pour qu'ils soient confortables puis qu'ils connaissent le projet puis qu'ils puissent bien le vendre, bien le partager à leur clientèle. Hein. Je vous avertis, pour avoir ce genre de conseils, vous devriez être avec Remax. Bonjour. Ouais. Parce que vous pouvez seulement le voir ici. Alors, c'est excellent. Question pour toi. Maintenant, étant courtier hypothécaire, Ouais. on peut faire la même chose. Ben oui. Maintenant, qu'est-ce qu'un promoteur attend des courtiers hypothécaires? Parce que vous avez tendance à travailler avec des banques directement, des spécialistes hypothécaires. Pourtant, un courtier hypothécaire a plusieurs options. Un client qui ne qualifie pas, ben, on n'a pas besoin de casser la tête. Le courtier va trouver une autre solution. Il va reprendre le client sans nécessairement réexpliquer la situation à une autre personne. C'est plus simple. Moi, je trouve que c'est plus simple pour un courtier immobilier qui ne travaille pas avec des courtiers hypothécaires. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous devriez travailler avec des courtiers hypothécaires. Et les promoteurs aussi, je ne sais pas ce que vous faites. Vous devriez être avec les courtiers hypothécaires. Ben nous, on est avec des courtiers hypothécaires, puis on est aussi rattaché avec des institutions financières. Attends. Courtier hypothécaire, souvent, les gens se trompent entre courtier et spécialiste hypothécaire. Tu parles vraiment de courtier qui est indépendant, qui travaille pour un cabinet. Exact. OK, parce qu'il y a du monde qui appelle les spécialistes des courtiers. OK, tu travailles avec les deux. Oui. Alors, ma question maintenant, pour un courtier de développer une entente avec un promoteur, qu'est-ce qu'un promoteur recherche? Bien, ce qu'un promoteur recherche, c'est justement de ne pas avoir de refus. Fait que si c'est un courtier qui n'est pas un bon guerrier, puis qu'à chaque fois qu'on y envoie un client, parce que nous, pour que ce client-là signe une transaction, bien, nous, c'est une vente. Fait que si la vente ne se réalise pas à cause que le courtier travaille pas bien, puis qu'à chaque fois qu'on lui donne un lead, mais qu'il ne l'amène pas à terme, bien, c'est sûr qu'on ne voudra pas continuer avec ce courtier-là. Bien sûr. Parce que pour nous, dans notre tête, on a fait tout notre travail, tous les efforts inimaginables pour emmener à terme une transaction. Puis là, nous, la transaction est faite, on est content, mais là, ce qui manque, c'est le financement hypothécaire. Fait que si le courtier, c'est pas un bon courtier, c'est pas un bon guerrier, puis qu'il n'amène pas les bons documents, qu'il n'y a pas de stratégie, puis qu'à chaque fois, il nous ramène un refus, oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ont des mauvais dossiers, tout ça, on le comprend, mais... Il y a des solutions, oui. Il y a des solutions, mais justement, on veut un courtier hypothécaire qui a des solutions, puis pas juste une, qui en ait des centaines. Tu vois, toi, tu as des actifs, tu as des dettes, tu as ta situation unique à toi. Moi, j'ai ma situation unique à moi. Exact. Et chaque personne a leur situation unique. Donc, envoyer directement dans une banque pensant que c'est la banque qui va bender, ou je ne sais pas comment dire en français, mais qui va s'ajuster pour remplir, qui accepter les conditions de ses clients, c'est pas toujours le cas. Ben Chaque banque, ils ont leurs critères à eux. Donc, des fois, un courtier hypothécaire, il sait à qui envoyer. Par exemple, si le client, je rentre dans la technicalité des choses, là, j'espère qu'il ne veut pas te perdre. À la fin de la journée, je suis un courtier hypothécaire. Donc, mettons que ces clients ont plusieurs actifs, plusieurs immeubles. Desjardins, leur offset, comment ils éliminent ces immeubles, comment ils vont rentabiliser les immeubles pour créer plus de valeur, puis permettre d'aller chercher un plus gros emprunt, parce que plus on a des immeubles, ça vient diminuer la capacité d'emprunt du client. Exact. Mais si c'est des propriétés locatives, Desjardins, ils ont leur calcul pour voir combien qu'on peut qualifier. TD, alors, ils ont leur propre calcul. Scotia a leur propre calcul. Chaque institution financière, ils ont leur valeur de risque, puis ils calculent différemment. Exact. Mais toi, par exemple, tu peux pas savoir
quelle banque envoyer si, mettons, tu travailles avec des spécialistes directement. Tandis qu'un courtier, il sait exactement. Donc, je pense qu'un courtier qui a de l'expérience, qui connaît ses produits, ça peut juste être bénéfique. Donc, tu devrais plus en plus travailler avec des courtiers hypothécaires. Exact. C'est vrai. Ouais, c'est parfait. Donc, je suis très content que tu vois le bon côté des courtiers hypothécaires, car je vois beaucoup de promoteurs. Parce qu'un courtier, il va analyser le dossier du client, puis il va l'emmener à la bonne institution financière qui va avoir un appétit pour ce client-là, tout dépendamment de son portefeuille financier, de ses REER, de ses propriétés, de ses dettes. Puis toi, en tant que courtier hypothécaire, ben tu vas étudier ce client-là, puis tu vas l'emmener à la bonne institution financière où ce que toi, tu sais qu'ils vont dire Exact. oui selon le portrait de ce client-là. Et souvent, un courtier qui a de l'expérience, il dit non. Honnêtement, Ray, casse-toi pas la tête, il n'y a rien à faire. Le courtier a l'expérience, il a dit qu'il n'y a rien à faire. Donc, c'est mieux pour toi de consacrer ton temps à amener un autre client pour le même immeuble. Maintenant, parlons un autre obstacle que les courtiers ils vont avoir, c'est la banque qui rémunère les promoteurs. On est dans un podcast de courtier, donc il n'y a pas de tabou ici, parler de tout ça. T'es à l'aise? Ouais. OK, good. Just saying. Donc, évidemment, nous, en tant que courtier hypothécaire, on peut rémunérer les promoteurs. C'est quoi l'approche qu'on doit avoir avec les promoteurs? Parce que, évidemment, vous travaillez fort, je comprends que vous voulez avoir une rétribution. Alors, comment qu'on peut s'ajuster pour que tout le monde soit gagnant? Ben, pour moi, ma perception de ça, je ne m'attends pas d'avoir une rétribution de ta part. Ce que je veux, c'est que tu m'amènes une autorisation de financement pour tous les efforts que j'ai faits, moi, pour emmener à un client d'acheter mon produit. Fait qu'un coup que mon produit est vendu, moi, ce que je m'attends de toi, c'est d'avoir une acceptation hypothécaire. OK. Fait que pour moi, c'est pas important que tu me donnes 500 $ ou 1000 $ de rétribution. Là. Mais ça serait bien, non? Ben, ça pourrait être bien, mais j'aime mieux que tu m'emmènes un oui avec une lettre d'approbation hypothécaire qu'un 500 $. Parce que si tu m'emmènes des non, parce que tu n'es pas assez fort, puis que tu n'as pas les bonnes stratégies, puis tu ne sais pas où enligner le portrait du client que moi, j'ai fait une vente, ben pour moi, c'est plus nocif de perdre ma vente parce que tu as mal fait la job que de recevoir 500 $ ou 1000 $. Amazing, guys. Si vous écoutez ça, c'est un autre mine d'or pour les promoteurs qui nous regardent aujourd'hui. À la place de travailler sur le volume et juste avoir de la rétribution, vous tu travaillez sur la qualité, tu travailles avec du monde qui peuvent aller chercher un financement rapidement. Puis en même temps, pour les courtiers immobiliers qui cherchent des bons courtiers hypothécaires, donc ça peut juste être gagnant pour vous également. Que juste envoyer une banque qui vous donne l'argent, mais la majorité de vos dossiers, ça ne passe pas parce que la banque accepte seulement leurs critères à eux. Exact. Alors, selon toi, mais mettons qu'on donne une rétribution. Ben moi, pour vrai, ça ne m'attire pas du tout. Non? OK. Ce qui m'attire, c'est un gagnant qui va m'emmener des acceptations hypothécaires. All right, great. Donc, merci beaucoup. Je pense que les courtiers qui nous écoutent aujourd'hui vont adorer ce que tu nous as partagé. Ça fait plaisir. Beaucoup de valeur ajoutée, surtout pour les courtiers qui veulent se spécialiser là-dedans. Maintenant, pour finir, si tu avais quelques conseils à donner aux courtiers, ça serait quoi pour qu'ils puissent continuer à augmenter leur vente, aller chercher du succès, juste continuer à faire ce qu'ils font? Ben moi, ce que je partage dans le fond, c'est que les gens ont confiance à des grandes bannières qui font du marketing depuis des années et des années. Fait que, c'est si tu es courtier, puis que là, tu as le goût d'être Ray Jr., courtier immobilier, puis que personne ne connaît Ray Jr., courtier immobilier, mais tu risques d'avoir moins de crédibilité quand tu vas cogner aux portes pour avoir des inscriptions. Alors, je pense que c'est vraiment important de s'affilier avec une bannière qui est reconnue, où est-ce que les gens qui vont avoir des propriétés à vendre, mais qui se sentent dans une zone de confort, parce que c'est plus facile à ce moment-là d'avoir des inscriptions, puis d'avoir beaucoup d'inscriptions en faisant des efforts pour aller les chercher, de faire de la sollicitation.
Fait qu'au lieu de cogner, je te donne un exemple, Ray Jr., agence immobilière, puis qu'il n'y a personne qui connaît Ray Jr., agence immobilière, je vais peut-être cogner à 50 portes pour avoir une inscription. Puis si les gens sont attachés avec une image et une bannière qui est respectée, qui est connue depuis longtemps, exemple Remax Bonjour, mais au lieu de cogner à 50 portes pour avoir une inscription, ils vont peut-être cogner à 10, 15, 20 portes. Ils vont réduire leurs efforts pour avoir plus d'inscriptions. Fait que c'est important d'être l'image, la bannière, la structure, l'équipe. C'est important aussi de travailler en équipe. C'est ce que j'expliquais aussi hier à notre 5 à 7. C'est que dans Remax Bonjour, on est plus de 200 courtiers. Puis, ce que je leur expliquais, c'est que quand ils vont voir leur fil des réseaux sociaux, même si ce n'est pas leur inscription, puis ils voient une inscription de leur confrère qui est dans l'équipe de Remax Bonjour, puis tu vois, toi, tu as une maison, puis je la vois passer, puis tu es dans mon équipe Remax Bonjour, ayez pas peur de liker l'inscription, partager. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un sur mon fil à moi qui va voir le partage de ton inscription, qui va être sur ma page. Puis si c'est quelqu'un qui me connaît, puis que c'est dans mon environnement qui voit le partage que j'ai fait, ils vont m'appeler moi, puis je vais rencontrer les gens, puis je vais aller faire la visite de ton inscription. Puis c'est pas moi qui ai fait les efforts pour trouver cette inscription-là, puis qui l'a mis sur le marché, mais parce que je l'ai partagé, ton inscription sur ma page, bien, les clients ou les gens qui sont sur mon fil de mon réseau, soit Facebook ou LinkedIn, ils vont m'appeler, je vais emmener le client visiter ta propriété, puis je vais réaliser une transaction, fait que je vais avoir une commission de collaborateurs. Mais je remarque que dans le système, que ce soit une autre bannière ou la nôtre, il y en a plein qui font pas ça. Qui font pas ça. Puis on dirait qu'ils ont peur de le faire en disant ben je vais faire ça, puis ça va nuire à mes inscriptions, mais c'est pas vrai parce que plus que tu vas avoir de la variété puis des inscriptions sur ton fil de Facebook ou de LinkedIn ou Instagram, mais plus que tu vas attirer l'attention, plus que les gens vont se souvenir que tu es courtier immobilier, puis un jour, quand ils vont avoir une propriété à acheter ou une propriété à vendre, vu qu'ils en ont vu régulièrement passer à tous les jours au moins un partage ou une inscription, ou même 2 ou même 3, parce qu'on a seulement que 3 ou 4 de nos gens qui sont sur nos fils de nos réseaux sociaux qui vont voir ce qu'on a partagé, ou même moins que ça. Fait que même si vous en partagez 2, 3 par jour, des belles propriétés avec un beau texte qui est intéressant, mais vous vous faites connaître avec des inscriptions des membres qui sont dans la même agence. C'est mind-blowing. Je vois que c'était un maître du marketing. Puis tu viens de me faire ouvrir les yeux, Ray. Tu sais pas à quel point, si j'étais courtier immobilier, j'appliquerais cette tactique tout de suite. Ben moi, à chaque fois, je toucherais à mon sel, puis j'irais voir mon fil, mais je partagerais toutes les inscriptions des autres courtiers qui sont dans mon équipe. Absolument. Ça, c'est un blocage des courtiers immobiliers de partager parce qu'ils se disent, bon, si je partage, le client va directement aller voir cette personne. Non, pas nécessairement. S'il est dans votre réseau à vous, il va être plus à l'aise de vous contacter pour poser des questions sur la propriété que vous avez partagée. Donc, c'est très, très smart, c'est très intelligent de faire ça. Wow, oui. Ça, c'est vraiment puissant. Moi, si je serais courtier, toutes les inscriptions des autres courtiers qui sont dans la même agence que moi, ben, tous les jours, j'en partagerai au moins 3. Fait que ce que ça fait, c'est que sur le marché, je deviendrais celui qui a le plus d'inscriptions, puis qui aurait le plus d'appels pour, justement, tout mon réseau m'appellerait moi parce qu'ils sont plus confortables avec moi que toi parce que toi, ils ne te connaissent pas, fait qu'ils ne t'appelleraient pas. Ils m'appelleraient moi, ça ne leur coûterait pas plus cher, puis je leur ferais visiter tes propriétés, puis j'aurais plein de commissions de rétribution de collaborateurs. Bien sûr, puis si vous êtes moins à l'aise de partager d'autres agences, partagez
les listings de votre agence à vous. Alors, Oui, comme c'est ça, ça. c'est comme ça, ben, vous Exact. allez au moins avoir, vous allez être plus confortable. Puis, qu'est-ce que vous pouvez marquer si vous avez encore d'autres blocages? C'est simplement dire, appelez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Exactement. That's it, that's all. Dans le texte, Surtout quand tu commences et tu n'as aucun inventaire, ça peut prendre 6 mois avant que tu puisses avoir ta première inscription. Mais si tu commences à faire ça dès le départ, mais du jour 1, tu peux être tu as des sollicité. inventaires. Tu as des inventaires du jour 1 parce que Tu as tout l'inventaire de ton agence disponible. Hein. Wow! ça vaut des milliers de Fait que dollars. c'est ça que j'ai partagé hier, justement, Ouais. à notre 5 à 7, parce que j'ai remarqué qu'il y a presque aucun courtier qui like les inscriptions des autres courtiers de la même agence, puis encore moins faire des partages. Mais au contraire, moi, je les partagerais toutes. Puis j'en partagerai au moins 3 par jour, 7 jours semaine. Fait que ça me fait 21 partages par semaine. Par mois, je suis rendu à 84, puis par année, c'est 84 fois 12. Fait que je serais le courtier qui aurait le plus d'inscriptions au Québec. Hey, même les courtiers hypothécaires qui nous écoutent, vous pouvez aussi partager les listings des courtiers immobiliers. Surtout ceux avec qui vous avez des ententes, vous avez des partenariats, ils vont simplement vous adorer encore plus. Exact. Ça, c'est... puis en plus, vous aider parce que ils vont chercher encore plus de visibilité pour leur listing. Donc, c'est super magique. Wow! Juste avec ça, on peut closer le podcast, puis les courtiers vont avoir On venait assez... à l'aise financièrement. Oui, mon Dieu, c'est magique. Hey, regarde, oui, ceci, depuis que j'ai commencé le podcast, il y a presque 1 an, j'ai commencé durant le confinement et jusqu'à aujourd'hui, ma business a quadruplé, 10x. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un me partage, je partage avec tout le monde ici. Exact. Puis de plus, j'applique. Alors, clairement, je vais appliquer ce que tu as dit, certaines choses que tu as dit, surtout pour les promoteurs, parce que je fais du financement alternatif, donc ça peut être super intéressant Bien d'avoir sûr. des contacts, surtout pour toi. Et aussi, pour les courtiers immobiliers, ben, je vais commencer à partager parce que, pour vrai, j'ai juste pas pensé à ça. Les courtiers immobiliers ont peut-être un blocage, mais moi, j'ai juste pas pensé à ça. Donc, wow, merci beaucoup, Ray. Merci. Donc, Merci à guys, merci d'être là aujourd'hui. Please, ce que je vous demande, c'est partager, commentez ce que vous avez vraiment aimé de cet épisode. Likez surtout, parce que ça augmente l'algorithme. Puis YouTube va permettre de partager à d'autres personnes. Et si vous voulez aussi partager avec d'autres personnes, que ce soit avec le bouton share ou simplement référer ce podcast à un autre de vos collègues. Comme ça, tout le monde peut apprendre des meilleurs. Alors, Ray, pour finir, 2 questions pour toi. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Si les gens, parce qu'on n'a pas eu la chance d'en parler, Oui, bien sûr. qui veulent en savoir plus à mon sujet, vous pouvez acheter mon livre que j'ai fait durant le confinement. Le livre Le bâtisseur visionnaire, il est en vente partout dans les librairies du Québec et aussi sur Amazon, tous les sites inimaginables où est-ce qu'on peut acheter en ligne. Puis, T'as une copie pour moi aujourd'hui? non, j'en ai Y'en a pas. pas? Ils sont tous distribués Ah, par mon Dieu. Un Monde Différent et la distribution ADP, qui est une division de Québécois. Fait que c'est vraiment une grosse machine. Puis eux, ils s'occupent de toutes les ventes. Fait que Ok. ça me permet à moi de me libérer, puis de faire des podcasts avec toi, puis de m'occuper de mes projets. Fait que j'ai pas d'inventaire de livres. Fait qu'ils sont tous disponibles dans les librairies du Québec et sur tous les sites d'achat en ligne pour les livres. Puis dans le livre, j'explique de mon jour 1 aller après la pandémie. Fait que les gens, ils vont en voir plein de trucs, plein de stratégies, plein de projets que j'ai faits, des échecs que j'ai dû surmonter autant dans ma vie personnelle, à mon enfance, à mon adolescence, puis des échecs en affaires et des succès. Fait que ça l'emmène énormément de trucs et des stratégies. Puis même pour le sport, je suis pilote de course. J'ai coursé aux États-Unis en NASCAR américain, dans des grands circuits américains. Puis jamais personne n'aurait pensé que j'aurais pu atteindre ce niveau-là en course automobile. Puis malgré que je vendais des T-shirts pour faire du karting, j'ai réussi à me rendre là. Fait que ça peut aider des gens autant dans leur sport pour exceller au maximum. 100%. Et je suis désolé, on n'a pas fait le tour du parcours de Ray, parce que je voulais vraiment que ça soit visé pour les courtiers.
Mais si vous voulez vraiment tout savoir sur Ray, je vous conseille d'acheter le livre. Moi, je vais l'acheter, c'est clair. C'est vendu sur Amazon? Partout. Partout. All right, good. Et de laisser un review en plus, après avoir lu. Et dernière question, en fait j'avais 2 questions. L'un, c'était toi, c'est quoi le meilleur livre que tu nous recommandes? Bon, on va aller avec ton livre. Parfait. Et, Le bâtisseur visionnaire. Bâtisseur visionnaire. Et dernièrement, si tu avais une citation à nous donner, une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Et as-tu une citation? Je te prends par surprise. Parce que Non, ben dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est de croire en ses rêves, puis de les emmener à terme. Fait que c'est de faire tous les efforts inimaginables. C'est en réaliser un rêve, ben ça le dit, c'est de réaliser un rêve. Fait que pour toi, c'est un rêve, mais si tu veux plus que ça soit un rêve, il faut faire tous les efforts inimaginables, sacrifier des activités pour mettre plus de temps, justement, à travailler pour réaliser son rêve. Fait que si c'est acquérir quelque chose, mais il faut que tu travailles plus fort pour gagner des sous pour l'acquérir. Puis si c'est pour exceller dans un sport, mais c'est de faire encore plus d'entraînement, mettre plus d'énergie dans son physique, justement, pour être plus performant, puis d'être plus fort pour, justement, si la personne a fait des triathlons, mais elle a plein de sacrifices à faire, moins consommer d'alcool, manger moins de cochonneries, faire plus d'exercice. Fait que c'est des sacrifices, mais il faut être très assidu. Bien sûr. Puis ça, c'est vraiment vrai. Ça fait presque 7 ans que j'essaie de perdre du poids. J'avais des six-packs quand comme je disais l'autre fois. Puis là, tu avais un one-pack. Là, c'est ça. 7 ans plus tard, j'avais un one-pack. Puis je savais pas comment perdre tout ce poids parce que je suis énormément occupé. J'ai pas le temps. Je m'entraîne une fois, mais je vais jamais all-in dans mes entraînements. Et j'ai décidé, il y a 2 mois, de commencer un challenge où tu devais t'entraîner 2 fois par jour, 45 minutes, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc, un au gym et un à l'extérieur, peu importe la température. Même s'il y a une tornade, tu dois sortir, tu cours avec la tornade. Exact. Alors, aujourd'hui, je pèse moins 20-25 livres. Là. J'ai arrêté de calculer, mais merci. Good job. Et ce que j'apprends à travers tout ça, c'est que j'avais tout le temps des excuses pour ne pas juste donner mon 100%. À un moment donné, j'ai dit, je vais commencer. Puis, puisque j'avisais à tout le monde sur les réseaux sociaux que je commençais, t'avais pas le choix. j'avais pas le choix. Donc, avoir des gens, des amis qui vous supportent, que vous dites, guys, je commence un challenge, j'aimerais savoir votre support. Donc, si jamais je niaise, vous pouvez me chicaner. Exact. Puis il y a l'orgueil aussi. Il y a l'orgueil aussi. Je voulais, non, c'est impossible que j'arrête. Impossible que j'arrête. Exact. Alors, je suis à mon 76e jour. Si vous voyez que je suis très sexy aujourd'hui, c'est à cause. Là, t'es rendu à 3 packs. Hey, on va sur les côtés, T'es on pas les loin voit. du 6. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, je vais faire une autre phase 2 au mois de janvier pour vraiment découper. Donc, vous allez voir, je vais commencer à porter des vestons encore plus serrés. Hey guys, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Ray. Si vous voulez Merci contacter à tous. Ray, je vais mettre ces informations-là. Je ne sais pas si tu acceptes. Bien sûr. Donc, je vais mettre ces informations-là. Puis surtout, partagez, likez, commentez ce que vous avez appris. Sur ce, bonne journée.